Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'affaire tragique de Jaswinder Kaur Sidhu, une histoire déchirante qui s'est déroulée en juin 2000 au Pendjab, en Inde. Avant de commencer cette histoire poignante, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Maintenant, place à l'histoire déchirante de Jaswinder Kaur Sidhu. Jaswinder Kaur Sidhu, également connu sous le nom de Jassi, est né le 4 août 1975 dans une ville appelée Maple Ridge, près de Vancouver, au Canada. Elle a grandi avec son père, Bakshish Singh Sidhu, sa mère, Malkiat Kaur Sidhu, son frère, Sarwan Singh Sidhu, et son oncle, Surjit Singh Badesha. Le quartier où la famille s'était installée est connu comme un endroit où vivaient de nombreux immigrants venus d'Inde. Les parents et les autres proches de Jassi ont déménagé là-bas peu après leur arrivée du Pendjab. Peu de temps après, ils ont construit une grande ferme de myrtilles et leurs affaires ont prospéré. Quand Jassi était encore toute petite, son père a été diagnostiqué avec la schizophrénie. Depuis lors, la plupart des décisions dans la famille étaient prises par son oncle Surjit, le frère de sa mère. Tous les membres de la famille adhéraient à la culture conservatrice nationale et pratiquaient le sikhisme, une religion fondée en Inde au XVIe siècle. Cette religion est née d'une fusion des aspects mystiques de l'islam, soufisme, et du vishnouisme, bhakti. Mais la composante hindoue domine. En ce qui concerne Surjit, il était une figure influente dans la communauté religieuse locale et occupait l'un des postes principaux dans un temple situé à Richmond, au Canada. Sans aucun doute, Jassi appréciait son héritage indien. Elle aimait particulièrement la musique nationale et les vêtements traditionnels. Cependant, en grandissant, la jeune fille a commencé à exprimer son désaccord concernant certaines restrictions imposées à sa vie personnelle par sa famille. Malgré le contrôle omniprésent de ses proches, après avoir terminé ses études secondaires, la jeune fille a pu réaliser son souhait et s'est inscrite à des cours de cosmétologie. Cela lui a permis de sortir du monde dans lequel sa famille l'immergeait avec diligence. Au collège, la jeune fille s'est fait de nouveaux amis et leur a parfois avoué à quel point elle souffrait des restrictions qui lui étaient imposées. Elle avait constamment l'impression d'être surveillée, et c'était effectivement le cas. Les camarades de classe de la jeune fille étaient souvent témoins de cela. Souvent, son oncle ou sa mère s'asseyait sur le parking à proximité de l'endroit où elle étudiait et la surveillait, sans raison particulière. En décembre 1994, lorsqu'elle avait 19 ans, elle est partie en voyage à Kaunke, un petit village près de la ville de Jagrohan, toujours dans l'état indien du Pendjab. C'est dans ce village qu'est née sa mère. C'est là que Jassi a rencontré un jeune homme nommé Sukhwinder Singh, également connu sous le nom de Mitu. Il est né en 1977. Dans son adolescence, il a rencontré diverses difficultés. À l'époque, son village natal de Kaunke était un repère de partisans et de combattants. Quand Mitu avait seulement 16 ans, il a été arrêté avec un groupe d'autres jeunes innocents. Les agents de police les avaient pris pour des partisans. Pendant sa détention, qui a duré environ une semaine, le garçon a été constamment interrogé et torturé avec des décharges électriques. Après sa libération, il a essayé de reconstruire sa vie. Il a rasé sa barbe et a abandonné son turban, symbole de sa religion. De plus, il s'est lancé dans le kabaddi, un sport de combat traditionnel qui comprend des éléments de lutte et de poursuite. Cependant, peu de temps après, Mitu a de nouveau rencontré des problèmes. En 1992, il a été arrêté pour la deuxième fois.
Cette fois-ci, il a été tellement battu qu'il a dû se remettre pendant 6 mois. Ne renonçant pas à la lutte, le jeune homme a commencé à conduire un vélo-rickshaw pour gagner sa vie. Quelques années plus tard, il est devenu une véritable star du kabaddi, jouant au niveau professionnel. C'est à ce moment-là que Jassi et Mitou se sont croisés dans une rue. Il était évident que leur relation était inacceptable pour la famille de la jeune fille. Bien que Mitou soit né dans le même village que la mère de Jassi, il avait un statut économique et social inférieur. Il n'avait ni propriété ni argent, et donc il ne correspondait tout simplement pas aux exigences des proches de la jeune fille. Cependant, cela n'a pas du tout arrêté la jeune fille, qui continuait ses rencontres en secret avec Mitou. Le soir, le garçon venait à la maison où Jassi logeait et se tenait près de la fenêtre de sa chambre. Ainsi, les jeunes pouvaient parler à voix basse pendant plusieurs heures. Jusqu'à présent, la jeune fille avait essayé de se conformer aux exigences de sa famille. Mais maintenant, pour l'homme dont elle était amoureuse, elle était prête à désobéir pour la première fois. Avant son retour au Canada, le jeune homme lui avait confié quel était son destin, et elle lui avait demandé de ne pas l'oublier. Malgré la distance qui les séparait, ils ont maintenu le contact jusqu'à leur retrouvaille. En mars 1999, Jassi est retourné en Inde avec sa famille pour une raison bien précise, discuter de son mariage. Il était clair que le prétendant choisi pour devenir son époux n'était pas Mitou, mais quelqu'un qui correspondait aux intérêts et au statut de la famille. Pour Jassi, ce retour au pays natal de sa mère était une opportunité de retrouver l'homme qui hantait ses nuits. Pour lui, elle était même prête à quitter sa maison. Et le 15 mars 1999, ils se sont mariés en secret selon les traditions et la religion locale. En réalité, le jeune couple n'avait qu'une seule journée à passer ensemble, car le lendemain matin, la jeune fille devait retourner à Conquet, puis au Canada. Jassi comprenait parfaitement qu'elle ne devait rien dire de son mariage à sa famille. Les rares amis du couple qui étaient au courant de leur union comprenaient également la nécessité de garder le secret. La divulgation de cette information aurait pu mettre les jeunes en danger, surtout Mitou. Peut-être est-ce pour cette raison que la jeune fille avait secrètement engagé un avocat pour accélérer le processus de préparation des documents nécessaires à l'immigration de son mari au Canada. Mais, à son grand regret, ces actions n'ont pas donné de résultats immédiats. 1 an après le mariage secret des jeunes, quelqu'un du village a contacté les parents de Jassi et leur a révélé son mariage secret avec Mitou. Eh bien, la jeune fille savait que cela pourrait arriver un jour. Au départ, les proches de Jassi ont essayé de la convaincre de divorcer volontairement, ils lui ont même proposé de l'argent en échange. Cependant, lorsque cela n'a pas fonctionné, les violences et les menaces ont commencé. Et lorsque cela n'a pas aidé non plus, ses proches ont utilisé la ruse et la tromperie pour la faire signer des documents, prétendant que c'étaient des papiers qui permettraient à Mitou de venir au Canada. En réalité, c'était une mise en accusation directe contre le jeune homme. Juste après avoir signé ces documents, Jassi a été confinée dans sa chambre. On lui a également confisqué son téléphone portable et elle a été privée de tout contact avec ses amis. Pendant ce temps, son oncle Surjit est arrivé en Inde pour résoudre définitivement le problème avec Mitou. Dès son arrivée, il s'est immédiatement rendu à la police du Pendjab pour déclarer que le mariage de sa nièce avec l'homme était une fraude et que le coupable méritait une punition sévère. Peu de temps après,
Une véritable chasse à l'homme a commencé pour MeToo. Au début, les policiers ont visité la maison de la mère du jeune homme, où elle a été soumise à un interrogatoire volontaire brutal et insultant par l'oncle de Jassy. Ensuite, les policiers se sont rendus chez les témoins présumés du mariage secret. Ils les ont également interrogés pour obtenir des informations sur l'emplacement actuel du jeune homme. Puis Surjit les a littéralement battus en présence des policiers. Pendant ce temps, Jassy était toujours retenu en captivité. Bien que cela n'ait pas duré longtemps, la police canadienne a reçu un message indiquant que la jeune fille était retenue à la maison. Finalement, grâce à leur visite, elle a réussi à s'échapper. Elle a emporté ses documents et quelques affaires et s'est rendue au poste de police avec les policiers. Une fois là-bas, elle a appelé son amie proche, Tamara Lamirande, et lui a raconté tout ce qui lui était arrivé. Elle lui a ensuite demandé la permission de rester chez elle quelque temps. Après cela, elle a envoyé un fax aux autorités indiennes. Elle a essayé d'expliquer que les accusations contre MeToo étaient fausses. La jeune femme a déclaré que l'homme était son mari légitime et qu'elle craignait pour sa sécurité. Bien sûr, elle comprenait parfaitement que ces mesures étaient insuffisantes pour protéger le jeune homme. Elle était convaincue qu'elle devait se rendre en Inde pour prouver l'innocence de son bien-aimé sur place. Cependant, la jeune femme n'avait presque pas d'argent pour acheter des billets d'avion, car sa famille avait rapidement gelé tous ses comptes bancaires. Néanmoins, cela ne l'a pas arrêtée et elle a demandé de l'aide à ses amis. Et bien qu'au départ, ils aient essayé de la dissuader de cette entreprise insensée, ce sont eux qui lui ont finalement donné de l'argent pour les billets. Ainsi, le 12 mai 2000, Jassy est arrivée en Inde. Étonnamment, MeToo a réussi d'une manière ou d'une autre à la rencontrer à l'aéroport. Quand ils se sont vus, ils ont immédiatement pensé que tout irait bien pour eux. Tout d'abord, ils devaient trouver un refuge, du moins pour un certain temps. En même temps, ils devaient entreprendre des actions pour essayer de lever les accusations toujours en vigueur contre MeToo. Dans cette optique, Jassy a engagé un avocat et il a ensuite présenté des preuves au juge, et toutes les accusations contre le jeune homme ont été levées. À ce moment-là, il ne restait plus qu'à obtenir les documents d'immigration souhaités, mais la famille de la jeune fille était déterminée à s'y opposer. Avant de retourner au Canada, Surjit, l'oncle de Jassy, a réussi à retrouver MeToo. L'homme lui a dit qu'il ne le laisserait pas tranquille s'il ne se séparait pas de sa nièce. Apparemment, ces paroles n'ont eu aucun effet sur le jeune homme. Jusqu'au 7 juin 2000, les époux sont restés chez des proches de MeToo. Ce jour-là, Jassy a reçu un appel de sa mère. Celle-ci a promis d'envoyer de l'argent pour les billets de retour au Canada pour elle et son mari. De plus, elle a demandé à sa fille combien de temps elle prévoyait de rester en Inde. Pris de nervosité, Jassy a révélé plus de détails qu'il n'aurait fallu. Le même jour, l'oncle de la jeune fille a contacté une personne du Pendjab. Après cet appel, les pires cauchemars du couple sont devenus réalité. Alors qu'ils roulaient en scooter dans le village, Jassy et MeToo ont remarqué qu'une voiture les poursuivait. Bientôt, leur chemin a été bloqué par un groupe d'hommes. Ils étaient armés de bâtons et de couteaux. Lorsque le jeune homme a essayé de freiner et de faire demi-tour sur son scooter, Jassy est tombé par terre. Au même moment, les hommes se sont jetés sur MeToo. Après avoir écarté le jeune homme, les criminels ont attrapé la jeune fille et l'ont emmenée dans une ferme. Là, elle a été violemment battue. Elle suppliait d'être libérée, mais apparemment,
cela ne faisait pas partie des plans des agresseurs. Finalement, l'un d'eux a appelé les commanditaires et a signalé que la jeune fille implorait la clémence. À l'autre bout du fil se trouvait nul autre que Surjit. Il a passé le combiné à sa sœur, la mère de Jassi, pour qu'elle lui parle. Après une brève conversation, la femme leur a donné l'ordre de se débarrasser de sa fille. Le 9 juin 2000, le corps sans vie de Jassi, âgé de 25 ans, a été retrouvé près du canal d'irrigation de Malère-Kotla, près de la ville de Sangrur. Outre les nombreuses blessures résultant d'une longue séance de tabassage, la jeune fille avait la gorge tranchée. Étonnamment, son mari a miraculeusement survécu à l'attaque cette nuit-là. Après l'avoir retrouvé, il a été transporté dans un centre médical où les médecins ont réussi à le sauver. Les proches de MeToo ont délibérément attendu avant de lui révéler ce qui était arrivé à sa femme. Lorsqu'il a finalement été autorisé à quitter l'hôpital, une autre tentative d'assassinat a été dirigée contre lui, mais cette fois encore, les assaillants n'ont pas réussi à le tuer. Les médias indiens ont largement couvert l'enquête sur le meurtre de Jassi. L'inspecteur en charge de la recherche des agresseurs, Swaran Singh Khanna, a rapidement mené des actions qui ont conduit à l'arrestation de 11 personnes. Il s'est avéré que la plupart d'entre elles étaient membres d'un gang local. Le complot à l'origine de ce crime a été révélé lorsque de nombreux appels entrants du Canada ont été découverts parmi les communications reçues par l'un des suspects arrêtés. Cela indiquait que l'instigateur du crime était l'un des proches de la victime. Bien que la mère et l'oncle de Jassi aient nié leur implication dans le meurtre de la jeune femme, l'enquête a révélé qu'ils avaient financé les auteurs de l'attaque. Pire encore, ils ont aussi découvert que la personne qui avait ordonné l'exécution de la jeune femme était sa propre mère. Dès lors, en Inde, les proches de Jassi ont été considérés comme des criminels, tandis qu'ils continuaient à vivre librement au Canada, comme si de rien n'était. À plusieurs reprises, des journalistes d'une émission de télévision documentaire consacrée aux enquêtes ont approché l'oncle et la mère de Jassi dans la rue pour leur demander des informations sur l'organisation des tueurs, mais ils ont catégoriquement refusé de faire le moindre commentaire. Pendant ce temps, MeToo a dû non seulement affronter des menaces constantes et la douleur de la perte de sa bien-aimée, mais aussi faire face à des accusations de complicité dans le meurtre. Il a également purgé une peine de prison en 2004. Cette arrestation était liée à des accusations fabriquées par la police locale, influencées par la famille de Jassi. MeToo a été faussement accusé de viol par la famille de sa femme, dans le but de le discréditer et de détourner l'attention de son meurtre. En conséquence, il a dû passer environ 4 ans en prison. Il n'a été acquitté que lorsque les autorités ont découvert que la femme qui l'accusait à tort avait des liens avec la famille de Jassi. L'éditeur du journal canadien South Asian Post a pris la défense de MeToo et a engagé une équipe d'avocats pour le représenter. Au total, au cours des années qui ont suivi l'attaque contre le jeune homme, une dizaine de plaintes ont été déposées pour diverses accusations. Comme vous pouvez le deviner, elles provenaient toutes de l'oncle de Jassi. Heureusement, dans la plupart des cas, MeToo a réussi à s'en sortir. Le 6 janvier 2012, près de 12 ans après le meurtre de Jassi, sa mère et son oncle ont été arrêtés à Maple Ridge. Ils ont rapidement comparu devant un tribunal qui a décidé de les extrader en Inde, où ils seraient officiellement inculpés. Au cours des audiences qui ont eu lieu en 2013, l'amie de Jassi, Tamara Lamirande, a raconté qu'avant de retourner en Inde, Jassi venait régulièrement lui rendre visite à Pitt Meadows,
en Colombie-Britannique. De plus, elle a raconté que le comportement autrefois heureux et joyeux de son amie avait changé immédiatement après que ses parents aient appris sa relation avec MeToo. Une autre amie de la jeune fille a déclaré qu'elle lui avait avoué que son mariage était secret et qu'elle s'était mariée par amour, contre la volonté de sa famille. D'autres témoignages entendus par le juge lors de l'audience sur l'extradition étaient les paroles de la directrice des cours de cosmétologie que Jassy fréquentait. Selon elle, la défunte lui avait avoué que son oncle avait arrangé son mariage avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Les avocats des accusés ont tenté de réfuter tous les arguments avancés par les amis de Jassy. Ils affirmaient que leur client n'avait rien à voir avec l'organisation du meurtre, des violences et des restrictions de déplacement de la jeune fille. Quoi qu'il en soit, le 9 mai 2014, le juge Gregory Fitch a ordonné leur extradition en Inde. Il était prévu qu'ils soient inculpés de meurtre et de complot en vue de commettre un crime. Le juge a justifié sa décision en se référant aux preuves fournies par les autorités indiennes. Celles-ci comprenaient de nombreuses conversations téléphoniques entre l'oncle de la victime, Surjit, et des personnes déjà condamnées pour le meurtre de la jeune fille. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La décision finale d'extradition dépendait du ministre de la Justice, Peter MacKay. C'était à lui de signer l'ordonnance d'extradition des accusés. De plus, pendant ce temps, les avocats des criminels avaient déjà fait appel de la décision du tribunal. Ils affirmaient que leurs clients pourraient être soumis à des traitements cruels en prison en Inde. Finalement, le précédent verdict a été annulé et l'affaire a été portée devant la Cour suprême du Canada. Le 8 septembre 2017, la Cour suprême a décidé que Surjit et Malkiat seraient finalement extradés en Inde. Grâce à cette décision, les autorités indiennes ont enfin eu l'occasion de tenir responsables les deux accusés qui avaient réussi à échapper à la justice pendant longtemps. À la mi-septembre 2017, un groupe de policiers du bureau indien du Pendjab est arrivé à Vancouver pour exécuter l'ordre d'extradition de Malkiat, âgé de 62 ans, et de Surjit, âgé de 70 ans. Cependant, leurs avocats espéraient que la procédure de transfert de leurs clients serait suspendue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'est qu'en janvier 2019, après une série de procédures judiciaires supplémentaires, que la mère et l'oncle ont été ramenés en Inde. Le 23 janvier de la même année, des accusations officielles leur ont été présentées. 2 jours plus tard, ils ont comparu pour la première fois devant un juge du Pendjab. À ce moment-là, MeToo avait déjà 42 ans. Pendant les 19 années précédentes, il avait vécu dans le deuil. Dans plusieurs interviews accordées durant cette période, il évoquait avec émotion la correspondance échangée avec sa femme, souhaitant la conserver dans sa mémoire telle qu'il l'avait connue. Il remerciait Dieu pour le jour où leurs chemins s'étaient croisés. En abordant la complicité de la mère dans le meurtre de la jeune fille, il exprimait une douleur immense, soulignant que Jassy n'avait jamais eu un mot de travers à son sujet. MeToo était convaincu que la mère avait agi ainsi sous l'influence de son frère Surjit, se contentant de suivre ses ordres. Le père de Jassy est décédé quelques mois après elle, incapable de supporter la douleur de sa perte. Son frère Sarwan, qui l'a toujours soutenu, a coupé tous les liens avec leur mère et leur oncle, souhaitant une justice rapide pour sa sœur. L'inspecteur Swaran Singh Khanna, profondément bouleversé par la cruauté de l'attaque, a révélé que la famille de Jassy, au Canada,
avait refusé d'identifier le corps, laissant MeToo et ses proches organiser les funérailles. James Michael Longridge, ancien directeur d'école, avait suivi de près l'évolution de l'affaire concernant le meurtre de Jassy et avait même assisté au tribunal pour la décision d'extradition de la mère et de l'oncle de la défunte. Se souvenant de Jassy comme d'une fille amicale, joyeuse et obéissante, il n'était pas seulement un observateur, mais aussi un défenseur de la justice pour elle. Pendant plusieurs années, il a écrit des lettres aux politiciens canadiens, exigeant des mesures nécessaires. Le 8 juin 2020, pour le 20e anniversaire du meurtre de Jassy, James a annoncé la création d'une bourse d'études en son honneur, nommée Jaswinder Kaur Sidhu, afin de préserver la mémoire de son ancien élève. Au moment de la diffusion de cette vidéo, le processus judiciaire contre les proches de Jassy est toujours en cours. Selon les dernières informations de décembre 2020, la mère a été libérée sous caution et les avocats de Surjit ont demandé une décision similaire. Les experts estiment qu'il est peu probable que justice soit rendue à Jassy dans un avenir proche. Même si Malkia et Surjit sont condamnés par le tribunal de l'État du Pendjab, leurs avocats feront appel à la Cour suprême de l'Inde. Ce processus pourrait prendre des années et il n'y a aucune garantie que les principaux accusés vivront pour voir le verdict final. Malheureusement, justice n'a pas encore été rendue pour Jassy, principalement en raison de la corruption en Inde. Cependant, il est à noter que 3 des 11 agresseurs de Jassy ont été condamnés à la prison à vie. C'est ici que se termine l'histoire d'aujourd'hui. Qu'en avez-vous pensé? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à la partager pour honorer la mémoire de Jassy et sensibiliser le monde aux crimes d'honneur. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.